La lumière bleue de mon téléphone a illuminé ma chambre d'hôpital à 2h17 du matin. Je me souviens avoir vérifié l'heure 2 fois, me demandant qui allait bien m'envoyer un SMS au milieu de la nuit. Les médecins venaient de confirmer un cancer du sein de stade 3 quelques heures plus tôt. Mon corps était encore en train de traiter le cocktail de médicaments qu'il m'avait injecté après la biopsie. Cette maladie est la preuve que tu as enfin obtenu ce que tu mérites. Je ne peux pas faire ça. Ne me contacte pas 16 mots. Il n'en a fallu que 16 à Thomas pour mettre fin à nos 8 ans de mariage, alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, encore nauséeuse à cause de l'anesthésie. Pas d'appel, pas de conversation, juste 16 mots qui me brûlaient la rétine en les relisant encore et encore, pensant qu'il devait y avoir une erreur. Je l'ai appelé immédiatement, directement sur la messagerie. J'ai répondu par SMS, sans réponse. Je n'ai rien envoyé de mail. Au matin, son côté du placard était vide, son passeport avait disparu et son alliance avait été laissée sur le comptoir de la salle de bain comme un cruel cadeau d'adieu. Le chirurgien est venu me voir dans ma chambre vers 9h, le visage posé et professionnel, tandis qu'elle m'expliquait mes options de traitement. J'ai hoché la tête à intervalles réguliers, mais je n'arrivais pas à penser, mon mari pense que je mérite un cancer. Madame Richardson, avez-vous quelqu'un qui peut vous raccompagner aujourd'hui, a-t-elle demandé doucement. J'ai failli rire. Thomas avait été mon contact d'urgence, mon chauffeur attitré, mon homme de confiance pendant près de 10 ans. Maintenant, il était parti. J'appellerai un ami, ai-je menti, calculant déjà quel service de covoiturage serait le moins cher pour les 30 minutes de trajet jusqu'à ma maison vide. Cette première nuit, seul, je me suis recroquevillé sur notre lit king size, le téléphone serré dans ma main, attendant le SMS qui n'est jamais arrivé. Celui qui disait que tout cela n'était qu'une terrible erreur, un moment de panique, une blague cruelle. Au lieu de cela, les papiers du divorce sont arrivés 3 jours plus tard par coursier. Le timing était presque comique. J'étais en train de réviser les protocoles de chimiothérapie lorsque la sonnette a retenti. Le livreur m'a demandé ma signature avec la même expression ennuyée qu'il avait probablement pour les colis Amazon. Je me demande maintenant s'il savait qu'il me remettait un avis de démolition pour le restant de mes jours. Thomas avait coché toutes les cases des différends irréconciliables. Il ne voulait rien de nos biens communs, à part ses effets personnels et la collection de montres anciennes de sa grand-mère. Son avocat avait inclus une note suggérant que nous fassions en sorte que cela soit le moins douloureux possible. Comme si quoi que ce soit concernant le cancer et l'abandon pouvait être indolore. Mon oncologue m'a prescrit des anxiolytiques lorsque je me suis présenté à ma première consultation de chimio, les yeux injectés de sang et les mains tremblantes. Le stress n'aidera pas votre guérison, a-t-elle dit en griffonnant sur son carnet d'ordonnances. Avez-vous pensé à rejoindre l'un de nos groupes de soutien? Moi non. L'idée de m'asseoir en cercle pour partager ma double tragédie me semblait insupportable. Comment dire à une salle remplie de courageux combattants du cancer que votre mari vous juge indigne de la décence humaine la plus élémentaire? Que, alors qu'ils avaient des partenaires qui les tenaient par la main pendant le traitement, le mien avait décidé que ma maladie était une punition cosmique que je méritais. Ma sœur Abigail est arrivée de Seattle la semaine suivante. Elle m'a jeté un coup d'œil. 7 kilos de moins, les papiers du divorce intacts sur le plan de travail, les cheveux sales, et j'ai emménagé temporairement. Il a toujours été un lâche, a-t-elle dit en coupant agressivement des légumes pour une soupe que je ne pouvais pas goûter. Mais là, c'est au-delà de tout ce que j'imaginais de lui capable. Ce qu'elle n'a pas dit, ce que personne n'a dit, c'est qu'ils avaient tous vu les failles de notre mariage bien avant mon diagnostic. Le repli émotionnel progressif de Thomas, les vacances séparées, sa façon de sursauter quand je le touchais de façon inattendue. J'avais attribué cela au stress au travail, à son traumatisme d'enfance, à tout sauf à l'évidence. Il cherchait une stratégie de sortie, et mon cancer lui en a fourni l'occasion idéale. La veille de ma première séance de chimiothérapie, un colis est arrivé de la part d'Eleanor, la mère de Thomas. À l'intérieur se trouvait une couverture en cachemire et une carte sur laquelle était écrit « Il ne parle pas au nom de tous. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. » Aucune mention des actes de son fils. Aucune condamnation. Juste une couverture douce et une timide offre de soutien conditionnel. J'ai jeté l'éponge sur la pile de dons et supprimé le numéro d'Eleanor de mon téléphone. Lors de cette première séance brutale de chimiothérapie, alors que le poison censé me sauver coulait dans mes veines, j'ai pris une décision. Je ne survivrai pas simplement au cancer. J'en sortirai transformé. Non pas parce que Thomas méritait de me voir m'épanouir, mais parce que je méritais de vivre sans le poids de son indifférence.
Votre taux de globules blancs est inquiétant, m'a dit mon oncologue lors de mon suivi. Nous devons être vigilants face aux infections. J'ai hoché la tête, ajoutant mentalement cela à la liste croissante des menaces qui pesaient sur mon existence. Cancer, solitude, ruine financière due aux frais médicaux. Mon assurance ne couvrait que partiellement. Les rumeurs avaient déjà commencé sur mon lieu de travail. Un congé pour raison familiale ne pouvait durer qu'un temps avant de devenir un handicap. Ce soir-là, en parcourant les réseaux sociaux malgré les avertissements d'Abigail, je l'ai vu. Thomas bronzait et souriait sur une plage de Bali avec une femme que je ne reconnaissais pas. La légende disait, parfois, la vie vous offre une seconde chance d'être heureux. J'ai lancé mon téléphone contre le mur avec une telle force que l'écran s'est brisé. Comme tout le reste dans ma vie, la chimiothérapie m'a transformé physiquement avant même que j'aie eu le temps d'assimiler les dégâts émotionnels. Mes cheveux, une fois que ma fierté avec ses épaisses ondulations châtain est tombée en touffe sous la douche, je les ai regardés tourner dans la canalisation, me souvenant comment Thomas y passait ses doigts, prétendant que c'était ce qui l'avait attiré vers moi lors de ce gala de charité où nous nous sommes rencontrés. Ils repousseront, m'a dit l'infirmière praticienne lors de ma prochaine séance. Son regard était bienveillant mais clinique. Beaucoup de patients disent qu'ils repoussent plus épais. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est à quel point on se sent nu sans eux. À quel point on est vulnérable. Comment le monde nous traite soudainement différemment, avec une pitié excessive ou un inconfort visible. Le cancer devient votre identité, éclipsant tout ce que vous avez toujours été. 6 semaines après le début du traitement, l'avocat de Thomas m'a contacté pour finaliser le divorce. J'ai signé les papiers dans la salle d'attente de l'hôpital avant ma 3e séance de chimio. Ma nouvelle perruque coupe garçonne était légèrement de travers. L'ironie ne m'a pas échappé. Je luttais pour ma vie tout en mettant fin légalement à une relation que je croyais éternelle. La réalité financière m'a frappé de plein fouet cette même semaine. Les factures médicales ont commencé à arriver à une fréquence alarmante. Chacune plus exorbitante que la précédente. L'assurance couvrait 80%, mais 20% de ce montant astronomique reste dévastateur. Nos économies communes, que Thomas avait en grande partie épuisées avant de partir, ne suffiraient pas à la durée de mon traitement. Tu devrais l'appeler, m'a suggéré ma mère lors d'un de ses appels hebdomadaires gênants. Il a l'obligation morale de m'aider. Non, maman. Il a fait son choix. Mais les vœux de santé et de maladie étaient apparemment en petit caractère. J'ai raté mon coup. Je l'ai interrompu, trop épuisé pour masquer mon amertume. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas seulement l'abandon de Thomas. C'était la rapidité avec laquelle notre communauté s'est réorganisée autour de son récit. Nos amis du couple ont commencé à prendre parti. La plupart gravitaient autour de lui. Celui en bonne santé, fonctionnel, qui n'arrivait tout simplement pas à gérer la situation, plutôt que la femme malade et nécessiteuse qui représentait leur pire crainte. Même ma collègue Rachel, que je considérais comme une amie proche, m'a envoyé un texto, « J'ai dîné avec Thomas et Christina hier soir. Il a l'air vraiment heureux. J'espère que je peux le partager. » Comme si son bonheur était important pour ma survie. Comme si je devais célébrer son prompt rétablissement après notre mariage alors que je luttais contre la mort. La trahison la plus cruelle est venue de mon beau-père, Richard. Il m'avait toujours traité comme la fille qu'il n'avait jamais eue, m'appelant « mon rayon de soleil » et m'apportant d'obscurs livres d'histoire qu'il pensait que j'apprécierais. 3 mois après le départ de Thomas, j'ai croisé Richard à la pharmacie en allant chercher mes médicaments. Il a écarquillé les yeux sous le choc de mon apparence. La perte de poids, les pores, le foulard trop voyant qui couvrait mon crâne nu. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il allait me prendre dans ses bras. Au lieu de cela, il a marmonné quelque chose à propos d'un rendez-vous en retard et est passé en courant, faisant semblant de ne pas m'avoir vu l'appeler. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Ici est l'année. Richard m'a dit qu'il vous avait vu. Veuillez comprendre, c'est difficile pour tout le monde. Thomas est notre fils. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils s'estompent. Difficile pour tout le monde. Comme si mon cancer était un désagrément pour leur famille. Comme si le fait que Thomas soit leur fils justifiait en quelque sorte l'abandon d'un conjoint malade. Comme si le sang avait pris le pas sur l'humanité. J'ai bloqué le numéro. Ma sœur m'a trouvé en train de sangloter dans la salle de bain ce soir-là, recroquevillé contre le carrelage froid. J'ai tout donné à cette famille. J'ai chuchoté à travers mes larmes. J'ai planifié leurs anniversaires. Je me suis souvenu de leurs anniversaires.
J'ai écouté les histoires de golf ennuyeuses de Richard et mangé les horribles ragoûts d'Eleanor. C'est moi qui ai convaincu Thomas de se réconcilier avec eux après cette dispute stupide à propos de leur maison de vacances. Et maintenant, ils font comme si je n'étais rien, comme si je n'avais jamais existé. Abigail m'a serré dans ses bras jusqu'à ce que les sanglots s'apaisent, puis m'a aidé à me recoucher. Ils ne te méritent pas, a-t-elle dit fermement. Aucun d'eux ne te mérite. Le lendemain matin, mon oncologue m'a annoncé une nouvelle inattendue. Le cancer ne répondait pas au protocole de traitement comme prévu. Il fallait essayer quelque chose de plus agressif. Un essai expérimental à Stanford, une université prometteuse pour des cas comme le mien. L'assurance ne couvre pas les traitements expérimentaux, dis-je d'un ton hébété, calculant déjà l'impossible. Laisse-moi m'en occuper, répondit-elle, sa détermination éclipsant momentanément mon désespoir. Tu te concentres sur ton rétablissement pour le procès. Cet après-midi-là, j'ai reçu un nouveau coup dur. Le directeur des ressources humaines de mon entreprise m'a appelé pour discuter de ma situation. Malgré leur soutien initial, il fallait absolument que je sois pourvu. Ils m'ont proposé une modeste indemnité de départ avec une assurance maladie continue pendant 6 mois, un geste à la fois généreux et totalement insuffisant. Après l'appel, je me suis assis dans mon salon, entouré de la vie que Thomas et moi avions construite ensemble, des photos de mariage que je n'avais pas encore retirées, des meubles que nous avions choisis ensemble, des livres où nos 2 marginalia étaient entrelacés. Tout me semblait un monument à l'espoir naïf. Mon téléphone a sonné, une notification LinkedIn a sonné. Thomas avait été promu directeur principal des investissements dans son entreprise. La publication avait reçu plus de 200 commentaires de félicitations, dont plusieurs de personnes qui m'avaient envoyé des SMS disant « Pense à toi », mais qui ne m'avaient jamais rendu visite. Ce soir-là, en faisant défiler les pages, grâce aux réseaux sociaux de Thomas, une habitude autodestructrice dont je ne parvenais pas à me défaire, j'ai découvert que Christina et lui avaient emménagé ensemble. Leur nouveau pantouse surplombait Central Park. La photo les montrait trinquant au champagne, sa main montrant nonchalamment un diamant qui n'était pas une bague de fiançailles, mais qui aurait tout aussi bien pu l'être. La légende disait « Je suis chez moi, là où je suis avec toi ». Je me suis souvenu des mots exacts qu'il m'avait adressés le soir de la signature de notre première maison. Le parallèle était trop parfait pour être une coïncidence. Il réécrivait notre histoire, me remplaçant dans notre récit commun avec une précision méticuleuse. Ce soir-là, fiévreuse après le traitement et émotionnellement à vif, j'ai rédigé un email à Thomas. J'y ai déversé 8 ans d'amour, 12 semaines de trahison et un océan de douleur. J'ai détaillé chaque instant qu'il a manqué. L'infirmière qui m'a tenu la main pendant les biopsies. L'inconnu qui m'a aidé lorsque j'ai vomi sur un parking. Les nuits où je me suis réveillé terrifié et seul. Mon doigt est resté sur « Envoyer » pendant près d'1 heure avant de supprimer chaque mot. Il ne méritait pas ma douleur. Il n'avait pas mérité le droit d'être témoin de mes souffrances. Et surtout, j'ai soudain réalisé que je n'avais pas besoin qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait. Je devais me sauver. L'essai de Stanford nécessitait un déménagement en Californie pendant 6 mois. Ma sœur m'a proposé sa chambre d'amis, mais son appartement de Seattle était trop loin du centre de traitement. Je devais être à Palo Alto, où les coûts de logement étaient astronomiques, surtout pour quelqu'un de nouveau au chômage avec des dettes médicales croissantes. Je vais trouver une solution, ai-je dit à mon oncologue, sans me croire. Ce soir-là, en triant de vieux papiers pour organiser ma situation financière, j'ai trouvé quelque chose que j'avais complètement oublié. Une carte de visite du docteur Elena Mitchell, la PDG d'une entreprise de biotechnologie à côté de laquelle j'avais été assise lors d'un gala de charité 3 ans plus tôt. Nous avions immédiatement sympathisé, parlant pendant des heures de tout, de la thérapie génique à la littérature classique. Elle m'avait donné sa carte personnelle en disant « Si jamais tu veux changer les choses, appelle-moi. J'ai besoin de gens qui pensent comme vous. » J'avais gardé la carte par politesse, sans jamais avoir l'intention de l'utiliser. Thomas avait déconseillé cette connexion, prétextant que ce serait déloyal envers mon entreprise actuelle de rechercher d'autres opportunités. En regardant cette carte embossée, je me demandais si la loyauté avait jamais vraiment été sa préoccupation. N'ayant rien à perdre, j'ai écrit un email au docteur Mitchell pour lui expliquer ma situation avec une honnêteté brutale. Je ne m'attendais pas à une réponse. Les PDG qui réussissent consultent rarement leurs emails et 3 ans, c'est une éternité dans le monde des affaires. À ma grande surprise, elle m'a répondu en quelques heures. Je me souviens très bien de vous. Je suis vraiment désolé pour ce que vous traversez.
Il se trouve que notre fondation finance plusieurs places pour cet essai de Stanford. Pouvez-vous nous rencontrer demain, virtuellement ou en personne, selon vos envies? Cette réunion a tout changé. Elena n'a pas fait preuve de pitié. Elle a proposé un partenariat. La fondation caritative de son entreprise couvrirait ma participation à l'essai, et elle a proposé quelque chose d'inattendu. Un travail de conseil que je pourrais effectuer à distance pendant mes meilleurs jours, en analysant des protocoles de recherche du point de vue des patients. Votre expérience est précieuse, dit-elle d'une voix ferme pendant l'appel vidéo. Et quand vous aurez surmonté cette épreuve, il y aura une place pour vous ici si vous la souhaitez. Pour la première fois depuis mon diagnostic, j'ai ressenti une lueur d'espoir insurmontable. Ma sœur m'a aidé à sous-louer ma maison et à emballer mes biens essentiels. Le reste a été stocké ou donné. Démanteler la maison que Thomas et moi avions construite a été à la fois dévastateur et libérateur, comme l'amputation d'un membre gangrené. Douloureux, mais nécessaire à la survie. La veille de mon vol pour la Californie, j'ai reçu un courriel de l'avocat de Thomas. Il était fiancé à Christina et souhaitait acheter ma part de la maison à sa juste valeur marchande. L'avocat a suggéré un montant nettement inférieur à la valeur réelle, invoquant la nature délicate de la vente et les conditions actuelles du marché. Au lieu de répondre immédiatement, j'ai transmis le courriel à ma nouvelle avocate, une femme aux allures de requin qu'Elena m'avait recommandée. « Laissez-moi gérer ça », m'a-t-elle répondu quelques minutes plus tard. « Concentrez-vous sur votre santé. C'est votre seule tâche pour l'instant. » La Californie a marqué le début de ma métamorphose. Le traitement expérimental était brutal, pire que la chimiothérapie standard à bien des égards. Il y avait des jours où je ne pouvais pas quitter mon lit dans le petit appartement que la fondation d'Elena m'avait fourni près de l'hôpital. Mais mon nouvel environnement m'apportait aussi des surprises inattendues. Les infirmières de l'unité d'essai étaient devenues une famille. Les autres patients formaient une fraternité tacite d'expériences partagées. Elena me rendait visite chaque semaine, apportant des revues et des romans plutôt que des fleurs qui fanaient avant que je puisse en profiter pleinement. Elle ne restait jamais trop longtemps et ne s'attendait pas à une conversation lorsque j'étais trop épuisé pour parler. 3 mois après le début du traitement, un événement inattendu s'est produit. La coordinatrice de l'essai m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Mes tumeurs répondaient de manière spectaculaire au traitement. Nous constatons des taux de réduction que nous atteignons rarement aussi rapidement, m'a-t-elle expliqué avec un optimisme prudent. La même semaine, mon avocat m'a informé que Thomas avait accepté d'acheter notre maison à sa pleine valeur marchande, plus la prise en charge de mes frais juridiques. Il ne voulait pas de mauvaise publicité, m'a-t-elle expliqué avec un sourire satisfait. J'ai peut-être mentionné le portefeuille d'investissement éthique de son entreprise et l'image que l'abandon d'une épouse atteinte d'un cancer pouvait donner aux clients potentiels. L'accord m'a donné un répit financier, mais surtout, il m'a donné une force que je n'avais plus ressentie depuis ce SMS dans ma chambre d'hôpital. Durant mon 6e mois en Californie, alors que mon corps se remettait lentement du cancer et des traitements, Elena m'a présenté Marcus Sullivan, l'investisseur principal de son entreprise. Il était en visite au laboratoire pour examiner leurs dernières recherches que j'avais contribué à affiner grâce à mon activité de consultant. Alors, vous êtes le brillant analyste dont Elena ne cesse de parler, a-t-il dit d'une poignée de main ferme mais prudente, comme s'il comprenait que mon corps était encore fragile. Vos refontes de protocoles centrés sur le patient ont transformé notre approche de l'ensemble de notre programme clinique. Contrairement à la pitié ou au malaise auquel je m'étais habitué, Marcus m'a regardé avec un respect sincère. Non pas comme une patiente atteinte d'un cancer, ni comme l'épouse abandonnée de quelqu'un, mais comme une professionnelle dont les idées étaient précieuses. Après la réunion officielle, nous avons discuté pendant des heures de l'éthique de la recherche, de l'autonomie du patient et des défaillances des systèmes médicaux. Il écoutait plus qu'il ne parlait, une rareté chez un homme de sa position et de sa richesse. Lorsqu'il m'a interrogé sur mon expérience personnelle avec le cancer, ce n'était pas du voyeurisme. C'était une analyse, une quête de compréhension. Seriez-vous intéressé par notre comité de défense des patients, demanda-t-il alors que notre conversation touchait à ça. Fin. C'est un poste rémunéré, avec des réunions trimestrielles. Votre point de vue serait précieux. J'ai accepté sans hésiter. Ce n'était pas seulement une opportunité. C'était la reconnaissance que ma souffrance m'avait apporté une expertise méritant d'être récompensée. Ce que j'ignorais alors, c'est que Marcus avait perdu sa première femme d'un cancer du sein des années plus tôt. Qu'il avait fondé un institut de recherche dédié au développement de traitements. Qu'il deviendrait non seulement mon allié professionnel, mais aussi, à terme, ce à quoi aucun de nous ne s'attendait.
Mon corps guérissait, mon esprit aussi. J'ai loué une petite maison près de l'entreprise d'Elena, accepté un poste officiel de directrice de l'expérience patient et progressivement construit une vie méconnaissable par rapport à celle que j'avais laissée derrière moi. Le jour du premier anniversaire de mon diagnostic, le jour qui avait commencé avec l'abandon de Thomas, j'ai reçu une nouvelle inattendue. Mon oncologue m'a appelé personnellement. Vos scanners sont clairs. Pas seulement une réponse. Claire. Nous continuerons à surveiller. Mais à ce jour, il n'y a aucun signe de maladie. J'ai fêté ça seul ce soir-là, assis sur ma petite terrasse avec un verre de vin que je pouvais enfin goûter. Je regardais le coucher de soleil californien peindre le ciel de couleurs incroyablement vives. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu m'a été envoyé. C'est Thomas. J'ai appris ta guérison. On devrait parler. Je fixais ces mots, n'éprouvant qu'une curiosité lointaine. Comment avait-il appris? Pourquoi maintenant? Que pouvait-il bien avoir à dire d'important? J'ai posé mon téléphone face cachée sur la table sans répondre et je suis retourné à la contemplation du coucher de soleil, élaborant des plans silencieux pour un avenir qui était soudain, miraculeusement, à nouveau le mien. 6 mois après mon scanner, la vie avait pris un nouveau rythme. Mon rôle au sein de l'entreprise d'Elena s'était élargi pour inclure la supervision de la communication avec les patients pour tous les essais cliniques. Ma relation avec Marcus s'était approfondie, passant du respect professionnel à une amitié sincère, à ce qu'aucun de nous n'avait anticipé, un amour réfléchi et délibéré, fondé sur des valeurs communes plutôt que sur un besoin désespéré. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec vue sur le Pacifique. Pas de robe blanche ni de vœux élaborés, juste des promesses sincères entre deux personnes qui comprenaient la fragilité de la vie. Elena était ma demoiselle d'honneur. Ma sœur et sa famille étaient arrivées de Seattle. Même mon oncologue était présent, trinquant à toutes les secondes chances. Thomas était resté un fantôme que j'avais exercé avec succès jusqu'à son apparition dans le hall de mon immeuble un mardi après-midi. Isabelle, dit-il en se levant d'un des élégants fauteuils visiteurs. Tu es magnifique. Il avait raison sur mon apparence. Mes cheveux avaient effectivement repoussé plus épais, avec de superbes mèches argentées que j'avais choisi de ne pas teindre. Le yoga régulier et le soleil californien avaient redonné force à mon corps. Des vêtements de créateur, un luxe que je pouvais désormais m'offrir, avaient remplacé la garde-robe mal ajustée de mes jours de traitement. Ce que Thomas ne voyait pas, c'était le noyau de titane qui s'était formé en moi. Plus fort que n'importe quel os, plus résistant que n'importe quel muscle. « Que fais-tu ici ?» demandai-je d'une voix ferme. J'essayais de te joindre. Tu n'as pas reçu mes messages? J'en avais des dizaines ces derniers mois, chacune supprimée sans même avoir lu la première. J'étais occupé, et je répondis en désignant l'agent de sécurité qui rôdait à proximité. Ce n'est pas le moment. S'il vous plaît, juste un café. 20 minutes. J'ai fait tout ce chemin, quelque chose dans son désespoir a piqué ma curiosité. Le Thomas que j'avais connu ne mendiait jamais. Il commandait, attendait, recevait. Très bien, 20 minutes. Il y a un café en face. Des lattes à des prix exorbitants. Thomas a démêlé son histoire. Christina l'avait quitté 6 mois plus tôt, acceptant une indemnité substantielle. Sa consommation d'alcool avait ensuite explosé, entraînant une erreur professionnelle catastrophique qui avait coûté des millions à ses clients. Il avait été licencié, sa réputation dans la finance détruite. Ses parents avaient fini par lui couper les vivres après l'avoir renfloué à plusieurs reprises. J'ai tout perdu, a-t-il conclu, le regard en quête de compassion. Et puis j'ai vu cet article sur vous dans Business Insider, une survivante du cancer révolutionne la défense des patients et la biotechnologie, avec votre photo aux côtés de Marcus Sullivan. Savez-vous ce que ça faisait de vous voir non seulement guéri, mais épanoui, marié à l'un des hommes les plus riches du secteur de la santé? J'ai siroté mon café, laissant sa question en suspens, probablement comme recevoir un diagnostic de cancer par SMS de la personne qui avait juré de vous soutenir. J'ai finalement répondu. Il a tressailli. J'avais peur. J'ai fait une terrible erreur. La pire erreur de ma vie. Et maintenant, vous êtes là parce que j'ai besoin d'aide, Isabelle. Je n'ai plus rien. Aucune perspective d'emploi avec ma réputation. Je suis au bord de la faillite. Mon appartement sera saisi le mois prochain. Voilà. Pas de contrition, mais de commodité. Pas d'excuse, mais une opportunité. Que demandez-vous exactement? J'ai gardé un ton neutre,
curieuse de savoir comment il formulerait sa demande. Une seconde chance, un emploi dans l'organisation de Marcus, quelque chose pour me remettre sur pied. Vous avez toujours dit que j'étais brillante. Les chiffres. Je pourrais travailler dans la fondation ou le service des investissements. J'ai ri alors, d'un rire sincère et incrédule. Tu m'as abandonné à l'agonie, et maintenant tu veux que je te recommande à mon mari pour un emploi. Je sais ce que ça donne, dit-il rapidement. Mais on fait des erreurs. Toi mieux que quiconque comprends ce qu'est une seconde chance. Regarde ta vie. Tu en as une. Je n'en ai pas eu, Thomas. Je me suis battu pour chaque respiration, chaque jour, chaque opportunité pendant que tu postais des photos de plage avec ta petite amie. La différence entre nous, ce n'est pas la chance ou le pardon. C'est le caractère. Son expression s'est durcie. Alors c'est fini. Tu vas juste me regarder me noyer? Non, ai-je dit en fouillant dans mon sac. Je vais te donner exactement ce que tu mérites. J'ai glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un chèque de 50 000 $, une somme importante, mais une fraction de ce que je pouvais me permettre maintenant. C'est un paiement unique. En échange, tu signeras un accord pour ne plus jamais me contacter. Mon avocat a les papiers prêts. 50 000. Sa voix s'éleva, indignée. Ce n'est rien comparé à ce que vous et Sullivan avez. J'ai besoin d'une carrière, pas de charité. Ce dont vous avez besoin ne me concerne plus. Cette offre expire quand je franchirai cette porte. Tu as changé, dit-il d'un ton accusateur. L'Isabelle que je connaissais ne serait jamais aussi froide. L'Isabelle que vous connaissiez est morte la nuit où vous lui avez envoyé un SMS à l'hôpital. Le cancer l'a tuée. Vous l'avez tuée. La femme assise en face de vous maintenant est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne vous doit rien. Alors que je me levais pour partir, il me saisit le poignet. Attends, je prends. L'argent. Je signerai ce que tu veux. Je fixai sa main d'un air entendu jusqu'à ce qu'il me libère. Mon avocat vous contactera. Ne revenez plus à mon bureau. En retournant au travail, je me sentais plus légère que depuis des mois. Non pas parce que j'avais aidé Thomas. L'argent ne signifiait plus rien pour moi, mais parce que j'avais enfin tourné la page sans compromettre qui j'étais devenu. Ce soir-là, j'ai raconté ma rencontre à Marcus. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis m'a simplement demandé « Ça va ?» Mieux que bien, ai-je répondu sincèrement. Je pense que j'avais besoin de cette confrontation pour réaliser à quel point j'avais tourné la page. Ce que je n'ai pas dit à Marcus, c'était la deuxième enveloppe dans mon sac, celle que je n'avais pas donnée à Thomas. Elle contenait des dossiers médicaux prouvant que mon cancer se développait probablement depuis des années avant le diagnostic, y compris pendant une période où Thomas avait insisté sur le fait que j'imaginais des symptômes et refusé de me faire subir des examens complémentaires. Je l'ai découvert en consultant mon calendrier médical pour un projet de recherche. Cette révélation m'avait d'abord dévasté. Une intervention plus précoce aurait peut-être permis un traitement moins agressif, mais j'avais fini par trouver la paix avec cette idée. Une certaine vérité ne sert à rien une fois le mal fait. 3 jours plus tard, mon avocate a confirmé que Thomas avait signé l'accord de non-contrôlabilité et encaissé le chèque. Il a demandé s'il pourrait y en avoir d'autres à l'avenir, a-t-elle répondu en haussant un sourcil. Il n'y en aura pas, lui ai-je assuré. Ce chapitre était enfin clos. Le mois suivant, l'entreprise d'Elena a annoncé une avancée majeure dans nos essais cliniques. Un protocole de traitement. J'avais contribué au développement de cancers jusque-là résistants et mon taux de réponse a été sans précédent. L'action a grimpé en flèche, et avec elle, la valeur des actions qui m'avaient été attribuées en guise de rémunération. Lors du dîner de célébration, entouré de collègues devenus amis, Elena a levé son verre à Isabelle, qui a transformé une tragédie personnelle en triomphe scientifique. Les patients qui bénéficieront de cette découverte ne connaîtront peut-être jamais votre nom, mais ils porteront votre héritage dans leur survie. Plus tard dans la soirée, alors que Marcus et moi marchions sur la plage près de chez nous, il m'a demandé ce que je pensais de la boucle bouclée. J'ai répondu, comme il faut parfois tout perdre pour trouver ce que l'on est censé devenir. Il m'a serré la main. Êtes-vous heureux de ce que vous êtes devenu? Je me suis arrêté pour regarder les vagues s'écraser sur le rivage. Puissant, implacable, transformé par chaque obstacle rencontré. 2 ans après que Thomas ait encaissé mon chèque, j'ai reçu une coupure de presse d'un petit journal du Midwest. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture d'Elena sur l'enveloppe.
L'article détaillait le prix de service communautaire décerné à Thomas pour son travail au sein d'une association de lutte contre le cancer du Minnesota. La photo d'accompagnement. L'article montrait un Thomas plus mince et plus humble, entouré de patients atteints du cancer. D'après l'article, il avait fondé l'organisation grâce à ses économies personnelles après avoir perdu un être cher à cause de la maladie. J'aurais dû être en colère contre la fiction qu'il avait créée. Ce récit commode qui avait transformé son abandon en noble inspiration. Au lieu de cela, j'ai ressenti une paix inattendue. Peut-être qu'à sa manière, Thomas avait trouvé la rédemption. Non pas pour mon pardon, mais pour sa propre guérison. Je n'ai jamais réagi au rameau d'olivier implicite dès l'année. Il vaut mieux laisser les liens brisés intacts. Ma propre vie a poursuivi son ascension. Le modèle de défense des droits des patients que j'avais développé est devenu la norme dans le secteur, mis en œuvre par des dizaines de sociétés pharmaceutiques. Marcus et moi avons élargi le champ d'action de la Fondation pour inclure un soutien financier aux patients atteints de cancer menacés de faillite à cause des frais médicaux. L'entreprise d'Elena est entrée en bourse, transformant mes capitaux propres en une richesse insoupçonnée. Mais la véritable richesse est venue sous des formes inattendues. La jeune femme qui m'a contacté après une conférence médicale, me disant que mes protocoles de communication avec les patients avaient rendu les derniers mois de sa mère dignes et clairs. L'infirmière en oncologie qui a mis en œuvre mon plaidoyer. Formation et a signalé une réduction des scores d'anxiété chez l'ensemble de ses patients. La chercheuse qui a révisé une procédure de biopsie douloureuse grâce au canot de rétroaction que j'avais mis en place. Le 5e anniversaire de mon diagnostic, Marcus m'a fait la surprise de me remettre les clés d'un petit bâtiment près de l'hôpital où j'avais été soigné. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé en tournant les clés inconnues dans ma paume. Ton prochain chapitre, si tu le veux. Le bâtiment était parfait pour ce que j'avais discrètement planifié. Un centre de soutien complet pour les patients atteints de cancer qui naviguent entre les difficultés médicales et les difficultés de la vie pendant leur traitement. Une aide juridique pour les personnes confrontées à la discrimination à l'emploi, des conseillers financiers spécialisés dans les dettes médicales, des thérapeutes formés à la thérapie individuelle et à la thérapie de couple pour les relations mises à rude épreuve par la maladie. Nous l'avons baptisé Phoenix House, non seulement pour le symbole de la Renaissance, mais aussi pour le numéro de ma chambre d'hôpital, Phoenix 417, où j'avais reçu ce SMS bouleversant des années plus tôt. Lors de l'inauguration, entouré de survivants, de professionnels de la santé et de soutien, j'ai partagé mon histoire publiquement pour la première fois. L'abandon, la dévastation financière, la reconstruction. Le cancer montre. Vous êtes vraiment les gens, ai-je dit à la foule rassemblée. Ceux qui partent comme ceux qui arrivent, mais surtout, cela vous montre qui vous êtes vraiment et qui vous pouvez devenir quand tout ce qui vous est familier est dépouillé. Plus tard, une femme s'est approchée de moi, son foulard indiquant qu'elle était une patiente. Mon mari est parti 2 semaines après mon diagnostic, a-t-elle murmuré. Je pensais être la seule. Vous n'êtes pas seul, lui ai-je assuré en lui serrant la main. Et ce n'est pas la fin de votre histoire. Ce soir-là, Marcus m'a trouvé sur notre terrasse, à contempler les étoiles. Penny, un petit mot pour toi, dit-il en enroulant une couverture autour de mes épaules. Je pensais à ce texto, ai-je admis. Thomas avait dit que le cancer était la preuve que j'avais ce que je méritais. Il n'aurait pas pu avoir plus tort. En fait, dis-je lentement. Étrangement, il avait raison, mais pas comme il le pensait. Le cancer m'a donné exactement ce que je méritais, mais pas comme une punition. Il m'a donné la vérité. Il m'a montré qui serait à mes côtés et qui ne le serait pas. Il m'a forcé à construire quelque chose de nouveau lorsque les anciennes fondations se sont effondrées. Marcus est resté silencieux un instant. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie s'il était resté ? S'il avait été le partenaire qu'il avait promis d'être ? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je vivrais probablement encore une demi-vie, acceptant moins que ce que je méritais, passant à côté de l'impact que je pouvais avoir. Parfois, la pire chose qui vous arrive vous sauve de quelque chose de bien pire. Une vie de compromis invisible. Nous étions assis dans un silence confortable, à regarder le ciel nocturne. Je ne ressentais plus le besoin de remplir chaque instant de mots ou d'activités. Un autre don de la mortalité. Le mois dernier, j'ai reçu une dernière communication inattendue liée à Thomas. Sa mère a envoyé une brève note m'informant de ses engagements à une femme qu'il avait rencontrée par le biais de son travail à but non lucratif, une survivante du cancer elle-même. La note s'est terminée avec « Il a appris à la dure ce qui compte. Merci pour la leçon qu'il a changée.
Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait un don anonyme à son organisation au montant exact du chèque que je lui ai donné des années plus tôt. Pas pour Thomas, mais pour les patients qui bénéficieraient de tout le bien qu'il a réussi à créer à partir de l'épave de son ancien moi. Réponse honnêtement, les mauvaises personnes protègent le 7e anniversaire de ce SMS, les mots qui ont terminé ma vie, je ne suis pas en train de réinscrire à la possibilité de la chance de découvrir ma propre force, l'occasion d'aider les autres à trouver le leur. Le rejet dévastateur fait de la place pour l'acceptation la plus parfaite de vous-même, par vous-même, pour vous-même. C'est un diagnostic avec lequel je peux vivre.